je faisais partie d'une des 3 premières équipes dans le monde à avoir lancé, il y a plus de 20 ans, une grosse tablette de lecture qui pesait 1 kg à l'époque. Donc maintenant, c'est devenu une commodité. Et il y a 5 ans, je me suis dit, les technologies du cloud, c'est le bon moment, ça a trop évolué. Voilà, et j'ai eu la chance de pouvoir rejoindre Google il y a 4 ans. Petite question juste pour savoir, puisque j'ai pu voir l'évolution les 4 dernières années, qui utilise des technologies du cloud dans la salle? D'accord, on n'est toujours pas à 90%. Bon, alors je commence cette présentation systématiquement avec cette citation parce que ça représente, après 4 ans, ça représente toujours ce que je ressens. Si vous avez vu la présentation d'avant, c'est toujours le cas. On voit quelque chose de nouveau développé avec du machine learning et ça a l'air magique. Mais en fait, c'est que de la technologie. Et mon but aujourd'hui, c'est de vous montrer à tous que vous pouvez faire beaucoup de choses aujourd'hui, même sans rien y connaître. Okay. Alors, ma définition de machine learning, c'est ma définition personnelle, c'est la façon dont j'ai utilisé le ML depuis 4 ans. Vous avez de la data, vous avez en entrée des données, et de ces données, vous extrayez de l'information. Vous arrivez à comprendre ce que vous avez dans vos données. Alors bien sûr, ce n'est pas la vraie définition des experts. La vraie définition, c'est que c'est un sous-ensemble de l'intelligence artificielle. Et plus précisément, le deep learning, ici, c'est le domaine basé sur les réseaux neuronaux qui, ces dernières années, a apporté le plus de progrès. Si vous avez vu Copilot juste avant, c'est exactement ce cas-là. Alors comment ça fonctionne ? Il y a une bonne quarantaine d'années, des chercheurs se sont dit, tiens, on va essayer d'imiter la façon dont on pense que notre cerveau fonctionne, avec des synapses, des neurones, des réseaux. Et pour ça, on utilise des exemples en grande quantité. Et donc, c'est là où vous voyez l'importance des données. Et si vous y réfléchissez, ça représente beaucoup la façon dont on apprend quand on est enfant, mais même quand on est adulte. Moi, par exemple, si je veux faire des travaux, je vais regarder des vidéos sur YouTube et regarder des exemples pour savoir comment les autres font les choses. Et de là, on apprend certaines choses. Et la magie de tout ça, c'est qu'on arrive à résoudre des problèmes, et très souvent des problèmes qu'on n'arrivait pas à résoudre par algorithme auparavant. Okay. Alors, donc si on prend un peu de recul, et c'est tout le cœur de ma presse aujourd'hui, il y a 3 façons dont vous pouvez bénéficier du machine learning au sein de votre entreprise aujourd'hui. Peut-être que vous êtes expert, peut-être qu'il y a des experts. Si vous avez des data scientists dans votre entreprise, vous avez de la chance. C'est une denrée rare. Et donc, eux peuvent se concentrer sur l'innovation, sur la valeur ajoutée de votre entreprise et développer des solutions innovantes, plus intelligentes. Développer des choses nouvelles, peut-être. Mais si vous avez des compétences en développement, en fait, il y a déjà des modèles prêts à l'emploi, disponibles sous forme d'API, qui ont été pré-entraînés sur des masses gigantesques de données. Donc, ce sont des API ML, des API de machine learning. Et entre les deux, qui comblent un gap assez important, il y a des techniques AutoML qui sont apparues il y a 3-4 ans. Le terme s'est généralisé, donc vous verrez beaucoup de sociétés différentes utiliser ce terme-là. Et grâce à AutoML, vous pouvez générer des modèles qui vont répondre à vos besoins. Et la magie ici, c'est que vous pouvez créer des modèles sans aucune expertise. Voilà. Et donc mon objectif aujourd'hui dans cette présentation, c'est de vous montrer ces petites briques de Lego. Vous pouvez tout à fait en prendre n'importe laquelle d'entre elles et l'intégrer à votre solution et rendre votre solution plus intelligente. Okay. Alors je commence par les API de machine learning. Et si vous vous souvenez de ma définition, vous avez des données en entrée. Les données, ça peut être un grand nombre de choses, du texte, des images, de la vidéo, et même de la voix. Alors, je vais illustrer ça avec des technos Google Cloud, mais gardez en tête que la grande majorité de ce que je vais vous montrer, et ce sont beaucoup d'exemples, ce sont des principes génériques, et donc vous allez retrouver ça dans votre écosystème en général. Okay. Et donc, ce que vous obtenez comme résultat, c'est l'information que vous arrivez à extraire de votre texte, de vos images ou de votre vidéo. Et parfois, le résultat que vous souhaitez obtenir, c'est en fait vos données d'entrée sous une forme plus intelligible, sous forme de traduction, sous forme de texte depuis la voix, etc. Okay. Alors, je vais vous montrer beaucoup d'exemples. Je vais aller un peu vite pour qu'on puisse peut-être aussi s'attarder sur la deuxième partie. C'est très visuel et je vous donnerai un seul lien à la fin, un seul lien qui va tous les gouverner. Donc, vous aurez toute la présentation, tous les pointeurs.
Donc vous pouvez rester avec moi, vous concentrer sur les exemples. Alors je commence avec l'API Vision pour des raisons personnelles. Dans les années 90, j'étais étudiant, et à l'époque, on cherchait à résoudre ce problème avec mes profs. Et à l'époque, la seule chose qu'on connaissait, il y en avait probablement d'autres solutions, mais c'était d'utiliser des fils de convolution et d'essayer de détecter les contours sur cette image. Donc là, il y a un filtre de Sobel qui est appliqué. Et à partir des différences de contraste et des contours, là, peut-être d'essayer d'en déduire qu'il y a des fleurs à cet endroit, etc. On arrivait à avoir certains résultats, mais la chose extrêmement frustrante, c'est dès qu'on essayait des nouvelles images, ça ne marchait pas. Voilà. Le principe, on n'arrivait pas à le généraliser. Et c'est là où le machine learning est magique, c'est qu'il arrive à résoudre ce problème-là sur des choses qu'il n'a jamais vues. Alors, ce que vous permet de faire un modèle vision, tout d'abord, c'est de vous décrire une image. Okay, donc, sous forme de label, donc là, cette image parle de nature, de fleurs, de jardin, etc. Ça, c'est le flux JSON que vous obtenez si vous faites une requête REST. C'est disponible sous forme gRPC. Et puis, éventuellement, dans d'autres environnements, navigateur, mobile, etc. Je vais vous montrer tout ce qui est API Cloud dans ces exemples. Plus précisément, donc là, j'ai repris la même photo, mais je l'ai changée, je l'ai inversée. J'ai fait une inversion verticale, j'ai zoomé, j'ai croppé, j'ai recadré la photo, j'ai appliqué un filtre de couleur pour être sûr que ce soit une image unique. Elle est dérivée d'une image qui est sur le web, mais c'est une image unique. Il y en a pas, elle n'existe que sur mon ordinateur. Et le modèle Vision, il est quand même capable de faire une correspondance avec l'image d'origine que j'ai utilisée et de me donner la position supposée, qui est correcte, la position GPS de l'endroit où a été prise cette photo. Et c'est Hobbiton, c'est en Nouvelle-Zélande, donc c'est là où la trilogie du Seigneur des Anneaux a été tournée. Plus précisément, un modèle vision est capable de détecter les objets, des entités dans une image et de vous donner leur position. Et donc là, par exemple, là, c'est le cast de la trilogie qui doit être dans un restaurant. Et là, j'ai bien la position de toutes les personnes. J'ai même les pantalons, les t-shirts, vous voyez les petits rectangles au sein de chaque personne. La personne qui est assez petite là dans l'arrière-plan est bien détectée. Et j'ai même le lustre qui est détecté. Un élément intéressant, c'est que vous avez toujours des indices de confiance qui vous permettent de savoir si les résultats sont plus ou moins pertinents. C'est un indice que vous pouvez utiliser pour filtrer, pour cacher des résultats non pertinents, par exemple, ou donner la main à l'utilisateur final. Plus précisément encore, un modèle vision est capable de détecter des visages et de vous donner la position des yeux, du nez, etc. Donc là, ça, c'est pas un visage humain, c'est Gollum. Donc, Gollum était humain, donc ça ressemble quand même fortement à un visage humain. Il détecte bien le visage, il me donne la position des éléments, il me donne les boîtes, les bounding box, les boîtes encadrantes pour savoir si je veux zoomer, par exemple, sur le visage. Et aussi, un élément, un modèle vision est capable de faire de la détection d'émotions sur des visages. Et donc là, par exemple, sur des émotions génériques, le résultat que j'obtiens, c'est que probablement ce visage est en colère, et Gollum est tout le temps en colère, donc ça marche bien. Vous avez plein d'autres fonctionnalités supplémentaires. Vous avez la position en 3D supposée de la tête, donc vous pouvez faire des extrapolations de combien le nez sort de l'image, etc. Un autre domaine qui a été totalement résolu par le machine learning, c'est l'OCR, donc la Optical Character Recognition, donc la détection de texte au sein d'une image, transformer des pixels en texte. C'est un problème qui est totalement résolu. Il y a des sociétés qui s'étaient spécialisées là-dessus. Ça, c'est donc un screenshot de la fameuse citation de Tolkien. Et le résultat que j'obtiens du modèle vision, ce sont 3 blocs, vous voyez en vert. J'obtiens les différentes lignes, les différents mots, les différents symboles, et le résultat est parfait, il n'y a aucune erreur. Alors, ce qui est intéressant aussi avec les modèles ML, c'est de voir leurs limites. Il y a toujours une limite, c'est au moins la limite de l'être humain. On fait des erreurs, les modèles ML font des erreurs aussi. Et donc là, sur de l'OCR, ça fonctionne aussi quand il y a des déformations dans l'image. Donc là, j'ai appliqué un effet de perspective 3D, et ça marche toujours. Voilà. Donc c'est pour ça que je me permets de dire que c'est un problème résolu. Vous pouvez avoir une très très grande confiance dans les résultats. La seule petite différence, c'est, vous voyez ici, les guillemets se transforment en simple quote ici. Donc il y a une toute petite erreur, mais qui est vraiment négligeable, qui n'est pas très importante dans ce contexte-là. Okay. Problème résolu. Problème beaucoup plus compliqué, la détection d'écriture manuscrite.
Donc ça fonctionne déjà très bien depuis, on va dire, 3 ans. Ici, dans l'exemple, c'est une page avec l'écriture de Tolkien lui-même. Et vous obtenez les mêmes résultats, enfin, la même typologie de résultats que pour du texte imprimé. Donc là, le modèle Vision me donne bien les 2 gros blocs qui correspondent à ce texte-là, les différentes phrases, les différents mots, etc. Sauf que c'est beaucoup plus compliqué. Je pense que vous devez avoir en mémoire des prescriptions de docteurs, où parfois on s'arrache les cheveux en se disant, même les pharmaciens, mais est-ce que c'est bien ce que je crois qu'il y a écrit? Il y a eu des études, même certains médecins n'arrivent pas à se relire. Donc là le problème est beaucoup plus compliqué, et ça se voit un peu dans les résultats. Le résultat est très bon, mais là il y a une erreur qui m'embête un peu. Vous voyez, Elven Kings ici, il est détecté comme Even Kings. Alors, je connais le contexte, j'ai lu les bouquins, je sais qu'on parle d'elfes. Ce texte-là, quand on le lit aussi beaucoup plus lentement. On s'adapte à l'écriture manuscrite, et ça s'en ressent en général dans les modèles ML. Mais ce qui est intéressant, c'est que les modèles ML, ils évoluent, ils s'améliorent avec le temps, ils convergent vers des meilleurs résultats. Et ça, j'ai pu le vérifier avec ce modèle-là. Il y a 2 ans, je faisais le même test, j'ai commencé à faire ce test-là, et j'avais 3 erreurs sur ce même screenshot. Voilà, donc les modèles sont entraînés sur de plus en plus d'exemples, de contre-exemples, convergent vers des meilleures solutions, et des solutions qui sont de plus en plus proches des résultats que fournirait un être humain. Donc, détection d'écriture manuscrite, problème presque résolu, vous obtenez de très bons résultats. Dernière fonctionnalité assez intéressante, je vous l'ai déjà montré avec la détection GPS au début. Un modèle Vision est capable de détecter des entités, donc des entités web, donc des choses ou des personnes célèbres dans une image. Donc pour essayer ça, j'ai pris une image unique. Je connais bien Tolkien, je n'avais jamais vu cette image-là, j'ai pas mal cherché. C'est une image qui a été utilisée une fois dans un journal espagnol. Donc il y a un article espagnol en ligne. Encore une fois, j'ai zoomé dans l'image, je l'ai recadré, j'ai appliqué un filtre de couleur pour que ce soit une image unique. Et le modèle ML est capable de me dire que probablement cette image parle de Tolkien. Et si je devais juste utiliser un label pour la décrire, ce serait J.R.R. Tolkien, et c'est parfait. Le contexte est espagnol, et j'obtiens ici l'URL de l'image d'origine, ainsi que l'URL d'images proches d'hommes ou de femmes contre un arbre, de gens dans une forêt. Donc ça peut être assez intéressant. Il y a des sociétés qui utilisent ça pour voir si leur copyright n'a pas été violé, pour savoir où leur contenu est utilisé, etc. etc. En tant que développeur, une chose assez unique, qui est vraiment très sympathique et que j'utilise tout le temps, c'est l'Entity ID. Ici, j'ai un identifiant unique pour identifier Tolkien. Alors Tolkien n'a pas de pseudonyme, mais il a un fils qui s'appelle Christopher Tolkien. Et suivant le contexte, si on parle de Tolkien, on peut parler du père ou du fils. D'autres auteurs ont des pseudonymes, donc de façon textuelle, il y a plusieurs façons de décrire quelqu'un. Et bien là, j'ai un identifiant unique pour identifier de façon unique et perpétuelle Tolkien. Et vous verrez un peu plus tard, dans le code, ça peut être assez intéressant, plutôt que d'utiliser du texte qui est sujet à erreur. Je vous ai dit que c'était une API, donc vous pouvez faire une requête REST, et c'est les flux JSON que vous avez vus jusqu'à maintenant, mais en open source, il y a des librairies clientes. Je pense que vous trouverez votre langage préféré ici dans la liste. Ces librairies encapsulent et font les appels pour vous, et vous fournissent de façon idiomatique des appels, des fonctions et des objets, des classes dans votre code. Donc ça, c'est un exemple en Python. Vous avez juste besoin d'importer le package Cloud Vision. Vous fournissez le contenu, bien sûr, toujours. Donc là, en l'occurrence, c'est une image. Et puis après, il y a juste besoin d'appeler Face Detection si j'ai besoin de savoir s'il y a des images dans la photo. Et puis là, j'ai les résultats, j'ai la position. Donc c'est quasiment du temps réel, vous avez les résultats quasiment immédiatement. Et vous pouvez savoir où sont positionnés les visages, la position des différents éléments, ainsi que savoir est-ce que la personne est surprise, triste, etc. Les émotions. OK ? On fera une démo en deuxième partie, tous ensemble, avec vos téléphones. Okay, donc je vais passer cette partie-là. On va tester le modèle en live. Okay. La deuxième API visuelle, elle traite de la vidéo. Mais la vidéo, vous pouvez extrapoler, c'est très proche de l'image. Il y a juste une dimension en plus, la dimension temporelle. Et donc, ce que ça peut faire en plus, c'est à peu près ce qu'on vient de voir maintenant, sauf que vous travaillez sur des segments temporels. Donc, la première fonctionnalité, c'est que
l'API vidéo, et un modèle vidéo, nous on l'appelle Video Intelligence, est capable de détecter les différentes séquences au sein de la vidéo, et au sein de chaque séquence est capable de détecter tout ce qu'on a vu auparavant, et même plus. Alors je vais vous montrer cette petite démo, ça sera plus parlant. Ah. Si mon ordi veut bien se calmer. Alors, je suis désolé, je vais essayer de débrancher, rebrancher. Ok, bon, il s'est calmé. Alors, donc ça, c'est une vidéo qui a été indexée, donc un appel à l'API a été fait. Donc d'un côté, il y a le fichier MP4, et de l'autre côté, il y a le fichier JSON, qui est le fichier résultat. Donc la première fonctionnalité que vous pouvez voir, c'est que ici, ce sont toutes les séquences. Alors elles sont assez petites, puisque la vidéo est très dynamique, de genre quelques secondes, non, 10 secondes, etc. Donc les différentes séquences. Ah, alors, je suis désolé, je ne sais pas ce qui se passe. C'est la première fois que ça me fait ça. Bon. Je ne vais pas jouer la vidéo, je vais juste vous montrer des copies d'écran. Enfin, des pages statiques. Ok. Alors, donc je vous disais, les différentes séquences sont détectées ici. Vous pouvez bien sûr avoir une description. Donc là, vous avez tous les éléments qui sont dans la vidéo. Il y a des voitures, il y a des personnes seniors, il y a une voiture avec un attelage à cheval, etc., etc. Vous pouvez, et donc c'est là où c'est intéressant, vous pouvez non seulement détecter des personnes et des objets, mais vous pouvez les suivre au sein des différentes séquences. Donc là, par exemple, je teste. Vous voyez, il y a un bâtiment ici, il y a un pont qui est suivi, etc., etc. Et donc, s'il y a une entité qui se déplace au sein de la vidéo, vous pouvez la suivre, elle est identifiée, elle a un numéro, et vous pouvez vraiment la suivre alors qu'elle peut passer d'un coin à l'autre de la vidéo. Et donc, de la même façon, vous pouvez suivre les objets, détecter des personnes, et là, ça marche au niveau du squelette, vous voyez les épaules, etc., les visages, comme auparavant. Détection de logo, voilà, il y a un petit logo YouTube ici, qui est tout petit, qui a été détecté là. Vous pouvez retranscrire bien sûr la voix et le texte. Donc ce qui marche sur une image marche dans la vidéo. Vous pouvez savoir s'il y a du texte qui se balade dans votre vidéo, vous pouvez savoir quel est le texte et tous les endroits où c'est baladé dans votre séquence. Et bien sûr, si vous voulez filtrer les vidéos, vous pouvez savoir s'ils contiennent du contenu sensible ou pas. Là, c'est une vidéo qui est très très sûre. Il y a juste ce petit passage, et c'est probablement parce qu'il y a un peu trop de chair. Voilà, mais il n'y a pas grand-chose. Vous voyez. Donc voilà sur les éléments visuels, images et vidéos. J'ai écrit des petits tutos, vous aurez tous les liens à la fin si vous voulez savoir comment utiliser et puis comment exploiter ça. Par exemple, créer des animations avec les entités qui ont été détectées. Ce qui est intéressant, c'est que dans tous les cas, vous avez besoin de très peu de lignes de code, et avec ces quelques lignes de code, vous pouvez vous concentrer sur les résultats pour les exploiter. Alors, ce n'est pas pour être feignant, mais c'est que moins vous avez de code, moins vous avez de bugs, et puis plus vous pouvez vous concentrer sur l'intelligence de votre solution, sur la valeur ajoutée que vous voulez apporter. OK ? Donc, on a vu tout ce qui était image, vidéo, tout ce qui était visuel. En fait, les experts ont commencé par le texte, un champ qui s'appelle NLP, Natural Language Processing, qui est un champ énorme. Vous avez dans quasiment tous les langages des bibliothèques qui s'appellent NLP ou NL quelque chose, qui cherchent à comprendre les différentes langues que l'on utilise sur le monde. Encore une fois, c'est le machine learning qui a permis d'aller beaucoup plus loin et de comprendre bien mieux le langage naturel, la langue naturelle. Alors, la première fonctionnalité qu'un modèle NL peut faire, c'est vous donner la syntaxe exacte de phrases. De phrases ou de corpus de texte complet. Donc moi, je vous montre une phrase, mais ça marche au niveau des articles, au niveau des paragraphes, et même jusqu'au niveau des entités. Donc là, sur cet exemple, ce que ça me dit, c'est que c'est un texte anglais.
Bon, pas très compliqué, mais j'obtiens la syntaxe très précise de cette phrase. Par exemple, la ponctuation. J'ai les relations entre les différents éléments et la ponctuation. Moi, j'avais travaillé avec des moteurs auparavant, développés par des sociétés spécialisées, et la ponctuation, elle n'était jamais disponible. Un autre élément qui est assez intéressant pour un développeur, c'est qu'il y a les lemmes, donc les formes canoniques des verbes et des noms. Donc ça vous permet de travailler beaucoup plus simplement. Donc ça, c'est très spécifique. Peut-être que vous ne voyez pas trop l'intérêt, mais ça vous permet d'aller au cœur du langage, de la langue. Un élément qui est très utilisé, c'est la détection d'entités. Et donc là, sur cette même phrase, j'obtiens 3 groupes d'entités différentes. En rouge, j'ai des personnes. Tolkien est une personne, un écrivain est une personne, un poète est une personne. Et voilà comment ça apparaît dans les résultats. Tolkien est une personne. Et ici, alors j'étais assez bluffé quand j'ai fait le test, j'obtiens le même identifiant que Tolkien dans l'image auparavant. Donc ça signifie qu'en tant que développeur, vous pouvez utiliser un ID pour identifier Tolkien exactement de la même façon dans du texte, et même dans une traduction, dans du texte, dans une image ou dans une vidéo. Ici, British est détecté comme est mappé sur le Royaume-Uni, donc comme une localisation. Et les 3 livres à la fin, chacun est détecté comme une œuvre d'art, et c'est parfaitement correct. Ok. Vous pouvez faire, alors donc ça, non, on va voir plus tard. Vous pouvez faire de la classification de contenu aussi. Donc ce même contenu, vous pouvez demander au modèle NL à savoir où il devrait être classifié. Ça, c'est utilisé par des sociétés qui ont beaucoup d'archives. Donc, par exemple, un organe de presse historique qui a émis des journaux quand les ordinateurs n'existaient pas. Ils ont des archives énormes. Donc, ils ont scanné ces journaux, ils ont passé une couche de CR, et après, ils peuvent exploiter le contenu. Et typiquement, ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent de rendre disponibles ces articles, ces archives. Et ils ont besoin de pouvoir classifier ça automatiquement, parce qu'il y a des millions et des millions d'articles. Et donc là, sur cet exemple, ce que j'obtiens, c'est que ça devrait être classé sous livre et littérature à 97% de confiance, c'est parfait. Et enfin, le pendant de la reconnaissance d'émotions sur les photos, c'est la détection de sentiments dans du texte. Et j'ai essayé ça avec 2 critiques du Hobbit, donc le livre de Tolkien. Une critique était plutôt positive, qui est sortie qui avait été émise par le New York Times, et une plus récente de Goodreads, qui est un réseau social pour les amoureux du livre, et elle est plutôt négative. Et donc ce que j'obtiens, là je vous montre le résultat au niveau des phrases, ce sont des scores, donc les indices ici, entre -1 et +1, et ça fonctionne bien. Les phrases ici négatives viennent de la critique de Pauline, elle a vraiment détesté le livre. La critique du New York Times était plutôt positive dans l'ensemble, et là j'ai les phrases les plus positives. Et il y a plein de phrases que je ne vous montre pas qui sont négatives, puisque d'une façon générale, on parle plutôt d'une façon... J'ai dit négative. Les phrases neutres, pardon, on parle plutôt en moyenne de façon neutre. Ça, c'est utilisé par des sociétés qui veulent savoir comment on parle de leur société, comment on parle de leurs produits. Savoir analyser des critiques que l'on fait, les restaurants par exemple. Donc ça permet d'analyser des réseaux sociaux. Pour vous lancer un nouveau produit, vous pouvez savoir instantanément, bien sûr, en lisant, mais ici vous pouvez voir les tendances, vous pouvez savoir, vous lancez une mise à jour, tiens, les critiques positives sur le produit sont en augmentation, etc. etc. C'est utilisé par, je connais une société au Royaume-Uni qui utilise ça pour son service client. Alors, il ne faut pas trop le répéter, mais c'est assez rigolo. Alors, ils ont des spécialistes qui ont travaillé sur l'étude des retours clients chez eux depuis longtemps. Ils ont fini par utiliser cette API. Ils ont fait évoluer leur service client de la même façon. Ils traitent en priorité les emails négatifs reçus par leurs clients chaque jour. Et si on y réfléchit, bon, ça peut être perverti, mais c'est assez intéressant. Ça veut dire qu'ils traitent les problèmes en priorité. Et donc, ils sont très efficaces. Ils cherchent à résoudre les problèmes de leurs clients le plus vite possible. Et puis, si vous recevez un email qui est très positif le matin, peut-être que ça peut attendre l'après-midi avant de le lire et d'y répondre. Donc, ils ont vraiment gagné en efficacité et c'est reconnu par leurs propres clients. Voilà, donc en Python, si vous souhaitiez utiliser cette API, il y a juste besoin de ces quelques lignes pour analyser du texte. Bien sûr, le temps de réponse
c'est quasi immédiat, ça dépend de la longueur de votre texte, bien sûr. Et donc, vous n'avez besoin que de ça. Deuxième modèle qui traite du texte, cette fois-ci pour traduire. Alors, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'avait jamais utilisé Google Translate. C'est Google Translate disponible sous forme d'API. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous l'avez tous testé, ça fonctionne sur du texte, sur du HTML. Je vais partager une anecdote avec vous que je trouve intéressante. C'est qu'il y a 5 ans, je ne travaillais pas chez Google, j'avais ma propre société, et j'utilisais Google Translate pour traduire des documents chinois, japonais, en anglais ou en français. Et ça marchotait. Les résultats étaient intéressants, ça permettait de comprendre, mais ce n'était pas très précis, c'était assez approximatif. Il y avait, voilà, bon, vous l'avez probablement essayé. Et il y a 5 ans, donc c'était en septembre 2016, il s'est passé une chose bizarre. Du jour au lendemain, les résultats étaient très bons. Bon, tant mieux, hein, je ne me suis pas préoccupé plus avant, mais j'ai su ce qui s'était passé depuis que j'ai rejoint Google. En fait, il y a 5 ans, l'équipe Google Translate, elle est passée d'un modèle qui était, on va dire, statistique, à un modèle purement de machine learning. Et c'est depuis lors que les résultats, il y a eu un saut qualitatif énorme. Il a été mesuré ici avec des métriques de l'industrie de la traduction. Donc vous voyez en vert le saut qualitatif qui a été apporté lors de l'utilisation d'un modèle ML. C'est une échelle qui est plutôt logarithmique, c'est-à-dire qu'un petit gain du point de vue humain, ici, ce qui est vert, c'était exactement ce que j'ai ressenti il y a 5 ans, un gain qualitatif énorme. Ce qui est intéressant, donc ça c'est des papiers de recherche, quand ils regardent les similitudes entre les modèles de traduction en les comparant aux recherches historiques, puisque les langages ont été créés sur le tas, on va dire, pour comprendre comment ils ont été créés, comment ils ont évolué, ce sont des recherches historiques qui sont faites depuis longtemps. Et bien en fait, les modèles de machine learning sont très très proches de ce qu'on a reconstitué, de ce qu'on pense des langages et de la façon dont ils ont été créés et influencés. Et par exemple, aujourd'hui, si on regarde le français, on sait qu'il fait partie des langues romanes, mais le français est aussi influencé par les langues germaniques. Voilà. Et j'ai fait l'essai dans des pays de l'Est récemment, ça marche aussi, ils me disent oui, bien sûr, c'est des choses que l'on sait, et c'est automatiquement régénéré par les modèles ML qui font de la traduction. Là, juste un petit schéma pour vous montrer aussi l'intérêt des modèles de machine learning qui continuent d'apprendre avec le temps, qui continuent de s'améliorer. Vous voyez là, verticalement, c'est le gain qualitatif. Et horizontalement, c'est pour vous montrer qu'il y a aussi des langues, par exemple le maori en Nouvelle-Zélande, c'est un langage pour lequel il y a très très peu d'écrits. C'est un langage essentiellement oral. Donc c'est très compliqué de faire une traduction. Et en fait, les modèles ML, les évolutions des quelques dernières années, permettent également de faire des traductions sur des corpus très très petits, où il y a très peu d'échantillons. Alors vous voyez, bien sûr, la qualité, elle est moindre, mais c'est un combat permanent. C'est-à-dire on converge toujours vers le niveau des traducteurs professionnels. On y est presque. OK, là, il y a juste besoin de 2 lignes. Vous créez un client et vous appelez Translate si vous voulez faire une traduction. OK. Maintenant, les 2 dernières API ML, elles parlent de la voix. C'est dans les 2 sens. Le speech to text, donc la retranscription de voix en texte, et le contraire. Ça fonctionne en temps réel, donc ça c'était une vraie gageure fonctionnant en temps réel. Je pense que vous vous souvenez, vous appeliez votre banque il y a quelques années, il fallait attendre que votre voix soit analysée, ça ne marchait pas. Et aussi, le résultat assez sympathique, magique des modèles ML, c'est comme ils sont entraînés sur des échantillons réels, des échantillons de la vraie vie, dans lesquels il y a du bruit. Le résultat, c'est que ces modèles sont robustes au bruit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir des assistants chez vous, avoir la télé allumée, avoir des enfants, avoir des animaux. Vous pouvez parler à votre assistant dans la rue aussi. Votre assistant comprend ce que vous lui dites. Okay. Gardez en tête aussi que si vous arrivez à comprendre ce qu'il y a dans vos données, vous pouvez les indexer. Bien sûr, c'était une des premières utilisations. Si vous pouvez indexer de la voix, vous pouvez la rechercher. Et donc, il y a une fonctionnalité de timestamp. Vous pouvez savoir exactement, si vous avez des centaines d'heures de flux audio, vous pouvez retrouver là où un mot a été prononcé.
à 100 millisecondes près, je crois. OK. Ça, c'est un tuto que j'ai écrit où je me suis amusé à prononcer Maître Corbeau sur un arbre perché. Et voilà comment l'utiliser. Et là, je demande à ce qu'il y ait de la ponctuation dans les résultats. Là, pour aller plus vite, mais ça peut le détecter automatiquement, je lui dis que c'est du français. Et là, je lui demande d'avoir les timestamps de chaque mot. Okay. Le pendant, vous parlez à un assistant, il est capable de vous répondre. Et peut-être que vous n'y avez pas réfléchi, mais c'est très, très agréable. Auparavant, quand vous aviez des voix synthétiques, c'était des voix très, très robotiques. Et ce sont encore une fois des modèles machine learning qui vous permettent d'avoir des choses très, très naturelles, que vous utilisiez Siri, Alexa ou Google Assistant. Vous pouvez lui parler, il vous répond, et vous avez l'impression d'avoir une conversation très naturelle. Chez nous, ça s'appelle WaveNet, donc c'est une techno qui a été développée par DeepMind. Et eux, ils sont partis de zéro, ils ont réussi à reconstituer, donc juste à partir du texte, et bien sûr d'échantillons sonores, mais ils ne travaillent pas au niveau des phonèmes, ils reconstituent des signaux audio, et ils ont un modèle, donc c'est des papiers de recherche aussi, si vous voulez creuser, si ça vous intéresse, qui fonctionne extrêmement bien. Je pense que c'est le modèle le plus évolué que j'ai vu aujourd'hui. Si vous écoutez, c'est la voix de l'assistant Google. Si vous écoutez, elle est disponible en français. Si vous écoutez ces voix-là, on a essayé ça avec nos collègues sur des échantillons. C'est très très difficile de détecter que c'est une voix synthétique. La gageure aussi de DeepMind, c'est que c'est mieux que du temps réel. En une seconde, vous pouvez générer 20 secondes de voix. Donc c'est extrêmement rapide. Je vais vous faire une petite démo rapide. OK. Alors, je vais aller... Vous avez dû remarquer, vous pouvez faire des recherches. Alors, je suis sur le site français, très bien. Je vais faire une recherche comme si j'étais un touriste britannique à Strasbourg, OK ? Donc, je vais parler français, mais avec un accent très, très fort. Quelle est la température à Strasbourg ? La température à Strasbourg est de 9 degrés avec un ciel partiellement nuageux. Bon, vous avez le retour qui est une voix WaveNet. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez qu'en temps réel, vous avez des résultats. Dès que je commence à prononcer un mot, alors la réponse, elle est parfaite, le résultat est parfait. Ça marche, j'ai essayé dans d'autres langues avec des accents. Probablement que si ce touriste-là, il nous posait la question dans les rues de Strasbourg, peut-être qu'on lui ferait répéter, parce qu'on serait perturbé, il faudrait qu'on s'adapte à son accent. Et là, ce que je trouve intéressant de montrer, c'est que les modèles ML, quelque part, ils ont réussi à extraire une certaine essence. Dans leur modèle, ça ne fonctionne pas seulement dans le contexte d'origine. Ça fonctionne vraiment sur des contextes assez éloignés. Vous avez dû faire l'expérience, quand vous parlez anglais dans un pays étranger, assez souvent on vous fait répéter ou on a du mal à vous comprendre. Okay. Donc ça, c'est un autre tuto où je vous montre comment générer des voix avec différents accents. Bien sûr, en français, il y a le français francophone et le français québécois. OK. Donc là, on a vu ce que vous pouvez faire avec des modèles préexistants, état de l'art, qui ont été entraînés sur des grandes quantités de données, mais dans certains cas, ça ne va pas fonctionner pour votre propre usage. Alors, je vais illustrer ça avec cet exemple. Si j'utilise ces deux photos et que je les donne au modèle Vision, je vais obtenir à peu près les mêmes résultats, puisque essentiellement, ce sont des nuages dans un ciel. Okay. Mais si j'ai envie de fabriquer une application météo ou sur la forme, sur le type de nuage, donc si j'ai un cirrus ou un altocumulus, je vais pouvoir faire certaines prédictions, là je suis coincé. Et ça, vous pouvez le retrouver assez souvent, vous avez des modèles qui vous donnent des résultats, mais vous voulez aller un cran plus loin. Et c'est là où AutoML peut vous aider, les techniques AutoML. Et AutoML vous permet donc de dériver, de personnaliser un modèle et de façon automatisée. Alors, en revanche, vous avez besoin de travailler un petit peu plus. Cette fois-ci, vous avez besoin d'apporter vos données. Donc, vous avez besoin de créer ce qu'on appelle un dataset, un jeu de données. Et donc, vous créez votre dataset, si c'est des images, de la vidéo, du texte. Donc ça, c'est juste le travail que vous devez fournir. Créer votre dataset privé. Et après, tout le reste est automatisé. Vous pouvez lancer un entraînement qui va utiliser vos données pour créer votre propre modèle. Et après, vous avez différentes façons. Soit vous lancez un entraînement cloud, vous voulez le maximum de précision possible.
Donc là, il faut utiliser un modèle cloud, et ce modèle sera disponible sous forme d'API, comme ce qu'on a vu auparavant. D'accord ? Si vous avez besoin d'exporter ce modèle, ce qui est possible, et pour pouvoir l'utiliser ailleurs et pas sous forme d'API web, vous pouvez créer un entraînement Edge, et cette fois-ci, le modèle sera plus petit, donc un peu moins performant, mais en revanche, vous pourrez l'extraire pour le faire tourner dans une application mobile, pour le faire tourner dans un container, donc n'importe où, sur un Raspberry Pi par exemple. Moi, typiquement, c'est ce que j'aurais utilisé si ça avait été disponible sur les chaînes de production en Asie pour analyser les cartes électroniques et garantir un meilleur yield, avoir une meilleure qualité sur les cartes, détecter les problèmes dès qu'ils arrivent en fait. Et aussi, chose assez extraordinaire, on est aussi capable de faire des exports TensorFlow.js pour faire tourner un modèle au sein d'une page web. Je vous montrerai un petit exemple après. Donc sur notre exemple de nuage, il suffit d'apporter des labels. On n'a pas besoin de milliers d'images, 100 à 200 images suffit pour chaque exemple. Après, vous lancez un processus itératif. Donc là, sur ma première itération, j'ai pu détecter des erreurs dans mon dataset que j'ai corrigé. J'ai lancé un deuxième entraînement un peu plus long de 3 heures de calcul. Et là, j'ai un modèle qui est capable de détecter les nuages que je souhaite à 90% du temps. Un des outils qui permet de détecter les problèmes, c'est la matrice de confusion. Ici, on peut voir que j'ai des très bons résultats, sauf pour l'altocumulus, qui, quasiment une fois sur deux, va être détecté pour autre chose. Le problème, il y a différentes sources de problèmes. Ça vient de mon dataset. Je n'ai pas assez d'échantillons, et en fait, mes échantillons sont tous très très proches. Par exemple, si vous extrayez des images d'une vidéo, en général, les frames de la vidéo vont être très très proches. Ça n'apporte pas de valeur à votre dataset. Il faut au contraire avoir le jeu de données le plus équilibré possible, sans biais, avec le maximum d'exemples divers. Okay ? Et une fois que vous avez votre modèle, vous pouvez le déployer, l'utiliser. Et donc là, ça c'est une image qui vient de mon téléphone, qui n'a pas été utilisée dans le modèle. Et la prédiction que j'obtiens, c'est que c'est une image de cumulus à 97%, c'est parfait. OK ? Alors, donc je vous ai montré que vous pouviez utiliser un modèle AutoML Vision, mais ça marche aussi sur de la vidéo, sur du texte et même sur des données structurées. Si vous avez des colonnes et des rangées, un fichier CSV par exemple, ça fonctionne. Et de tout ça, vous pouvez résoudre des problèmes bien connus, la classification, c'est ce qu'on vient de faire avec les images de nuages, etc., etc. Je vous montre une autre forme peut-être un peu plus compréhensible. Donc ça, c'est les fonctionnalités AutoML dans notre grosse plateforme Vertex AI. Donc là, vous avez vu à peu près. Donc, par exemple, vous pouvez détecter, suivre des objets dans des vidéos, détecter des actions, ça c'est très utilisé dans le milieu sportif, détecter des pénaltys, détecter des touches, détecter un dunk, etc. Une fonctionnalité un peu moins connue, mais qui a fait le buzz en France il y a quelques semaines, segmentation d'images. Vous pouvez savoir dans une image, donc créer un modèle qui va reconnaître dans une image à quel objet appartient un pixel. Ça a été utilisé par l'administration fiscale chez nous pour analyser des images de cadastre. Et donc, si vous savez à quel objet appartient un pixel, vous pouvez en déduire des superficies. Et donc, vous pouvez par exemple en déduire des superficies de terrain, de maisons, de piscines. Donc, ça a fait le buzz dans les journaux sur les piscines, mais sachez que c'est utilisé à bon escient pour Bercy. OK ? Alors, on va faire une petite démo tous ensemble. On va utiliser le modèle Vision pour détecter des émotions génériques. Et puis, moi, j'ai fait un modèle qui essaye de reconnaître les gens qui tirent la langue, les gens qui bâillent, les gens qui dorment. C'est peut-être l'heure de la digestion. OK ? Donc ça, c'est la petite archi. Je ne vais pas m'étendre, vous pourrez regarder après. Et on va passer... Bon, ça marche. Donc, je vous invite à vous connecter avec ce QR code ou à rentrer l'URL bit.ly/demo-dv-stra pour DF Strasbourg, bit.ly/demo-dv-stra. Et normalement, si j'ai activé, oui, vous pouvez déjà envoyer des selfies. Donc, si vous ne voulez pas apparaître sur l'écran, pardon, j'ai oublié de vous prévenir, il y a des chances que vous apparaissiez sur l'écran, c'est enregistré, si vous n'êtes pas censé être là, ne participez pas à la démo. Il n'y a rien de problématique, mais on peut vous voir sur l'écran, d'accord ? Alors, si on rafraîchit la page, je vais le faire. OK, donc là, vous pouvez essayer de déclencher des émotions génériques. Allez, je vais en faire une rapidement. OK,
Donc là, ça détecte bien à 100% que je suis surpris. OK, vous pouvez faire ça. Et comme j'ai la position du nez, de la bouche et l'inclinaison des yeux, bah, je peux placer une moustache, vous voyez, pour tout le monde. C'est ce que vous devriez obtenir sur votre téléphone, avec à peu près la bonne inclinaison et les bonnes proportions. On va passer en mode auto-email. Et si vous faites suivant ou si vous rafraîchissez la page, cette fois-ci, c'est mon modèle à moi. Donc il est unique, il n'est pas très intéressant et pas très utile, je veux dire. Mais en tout cas, il est rigolo et a priori, il marche bien. Donc là, essayez de déclencher n'importe laquelle des émotions. Cette fois-ci, normalement, il devrait y avoir les couleurs du drapeau français sur la moustache, aléatoirement. OK, donc là, je suis bien en train de bailler. Je vais en essayer une autre. Et là, on peut dire que je suis en train de tricher, puisque je suis en train d'utiliser un modèle perso, privé, qui a été entraîné sur des photos à moi. Donc oui, c'est heureusement qu'il arrive à me reconnaître et à reconnaître mes émotions. OK ? Alors, on va voir en revanche si ça fonctionne dans la vraie vie. Donc là, oui, plutôt tout le monde joyeux. Surpris, ouais. Là, je dirais c'est presque des faux positifs. Personne de triste, personne en colère. Alors, qui m'a tiré la langue? Ça fonctionne bien. Là, donc là, j'ai aucun faux positif. Peut-être qu'il y a des faux négatifs. Si vous avez tiré la langue et que ce n'est pas le résultat que vous avez obtenu sur votre téléphone, moi, je ne peux pas le savoir, mais vous le savez. En revanche, là, c'est parfait, il n'y a pas de faux positifs, tout est bon. Les gens qui baillent, on a tous mis la main, on est très polis. Bien sûr, ils détectent, je pense, quand il y a la main, mais sans la main aussi, ils détectent les bouches ouvertes. Et les gens qui dorment, oui, ça fonctionne bien. Et bien sûr, vous vous souvenez, on est capable de détecter les objets. Donc là, on a les gens qui ont des lunettes dans les participants. Ouais. Donc ça, voilà juste les lignes que j'ai utilisées pour la première fonction. Quand vous uploadez le selfie, ça fait appel au modèle vision en demandant de détecter les visages, de détecter les objets. Et si jamais il y avait un zombie avec une image violente, l'image serait floutée à la volée ou serait filtrée. Voilà. Donc j'ai juste besoin de ça, et puis après, j'ai mon petit Welcome to Stache Club qui rajoute une moustache à tout le monde, etc. Ouais. Donc ce que je trouve intéressant, c'est qu'il n'y a pas besoin de grand-chose et il n'y a pas besoin d'expertise du tout pour avoir un modèle personnalisé. Comment ça fonctionne? Si on soulève le capot, il y a 3 techniques connues des experts. Donc quelque chose que nous, on appelle meta-learning en interne. C'est un papier de recherche donc qui s'appelle NAS, Neural Architecture Search, donc recherche d'architecture neurale. Avant même de lancer l'entraînement pour créer votre modèle, il y a une multitude d'entraînements qui sont créés, qui sont lancés en parallèle pour trouver la meilleure architecture en fonction de vos données. Donc c'est vraiment, on ne peut pas faire plus personnalisé pour votre modèle à vous. Au cœur de la techno, il y a ce qui s'appelle l'apprentissage de transfert, le transfer learning. Donc là, si vous vous souvenez de notre exemple, il y a le modèle vision qui est là, qui est très très riche, qui sait reconnaître énormément de choses. Quand vous apportez vos images de nuages en disant voilà ce que je veux reconnaître plus précisément, il y a des couches supplémentaires qu'on appelle des couches cachées qui sont créées. Et là, c'est votre modèle personnalisé, le modèle dérivé qui vous permet de faire des prédictions et peut-être de résoudre un problème très précis chez vous. Ça, c'est connu des experts, les hyperparamètres. Avant, les experts devaient les peaufiner à la main. Maintenant, il y a des algos qui arrivent à obtenir des meilleurs résultats que nous. Et typiquement, ce que vous voyez sur le graphe, c'est qu'auparavant, les experts obtenaient des optima locaux et l'algo Hypertune, ici, a réussi à obtenir des meilleurs résultats. Okay. C'est aussi disponible, si vous êtes un expert, c'est disponible sous forme d'API qui s'appelle Visir. Là, je vous montre un petit exemple. Donc, si vous vous souvenez, ça, c'est une carte électronique d'un C-Book que je n'ai pas utilisé, mais j'ai créé un modèle AutoML Vision. J'ai pris 100 photos de cartes électroniques. J'ai détouré les composants électroniques qui m'intéressaient dedans, donc juste des petits rectangles. Juste 100 photos, hein, pas 1000 ou 10 000. Et puis, j'ai lancé un entraînement Edge. Et ce modèle Edge que j'ai obtenu, j'ai pu l'exporter et le faire tourner dans une page web. Donc là, je vous montre la vidéo. Ça, c'est mon bureau chez moi, en télétravail. Merci le Covid. Et ça, c'est une webcam avec un très bon autofocus qui est très rapide, qui est juste posé sur mon bureau. Et donc là, vous voyez qu'en temps réel,
j'arrive à faire 4 à 5 prédictions dans une page web, eh bien, j'arrive à... Donc là, je fais ça exprès pour déclencher, pour que l'autofocus se refasse sur les éléments. Et là, vous voyez que c'est quasiment parfait. Le seul élément, j'ai une petite erreur ici, c'est parce que le composant est un petit peu caché. Donc, je sais que, par exemple, il faudrait que je donne un nouvel exemple de ce type-là pour améliorer mon modèle. Et ici, j'ai un autre composant qui n'est pas détecté, probablement à cause des conditions. Donc, il faut toujours calibrer, il faut être dans un environnement stable. Donc, là, j'avais juste l'éclairage de ma fenêtre qui empêchait ça. OK. Autre plateforme, autre exemple. Là, j'ai testé la détection d'écriture de ma femme et de mes enfants. Bon, ça marche. J'ai été surpris, mais ça marche. Et ça, c'est Document.ai. Donc là, il est non seulement capable de reconnaître l'écriture de ma famille, mais aussi de détecter qu'il y a un formulaire avec des questions et des réponses. Okay. Si vous voulez faire plus de machine learning et développer une expertise, il y a des plateformes verticales, il y a des plateformes complètes pour les experts et des plateformes par domaine. Vous pouvez faire des chatbots, analyser des documents, etc. Aujourd'hui, il y a 2 frameworks qui se sont imposés. Ça, c'est une slide qui date de 3 ans. Mais si vous choisissez TensorFlow ou PyTorch, 3 ans après, on va dire l'écosystème s'est consolidé. Et si vous choisissez un des deux, ils ont convergé vers les mêmes fonctionnalités, vous aurez toujours raison. Et on va conclure. Donc, qu'est-ce qu'on a vu dans cette présentation? Il y a 3 façons de bénéficier du machine learning. Avec les modèles ML, en quelques heures, la démo sur Stage Club, il m'a fallu un après-midi pour avoir un prototype qui fonctionne, détecter les visages, rajouter une moustache. AutoML, en revanche, il m'a fallu 2 jours. OK. La difficulté, absolument aucune difficulté si vous avez utilisé une API, vous pouvez vous concentrer sur les résultats. Sur les techniques AutoML, la difficulté, c'est de créer un jeu de données sensé, qui soit diversifié, équilibré. Okay, c'est la richesse de votre modèle dépend de votre jeu de données. Ok, ça c'est des ressources si ça vous intéresse. J'ai quelques articles sur mon GitHub pour, par exemple, générer automatiquement le résumé d'une vidéo. Et si vous voulez voir la démo avec les petites moustaches, c'est aussi sur mon GitHub. Et à chaque fois, ça prend moins de 300 lignes de code. Ça, c'est une BD en ligne. Si vous voulez rafraîchir un peu sur toute la terminologie ML, il y a beaucoup plus de choses que je n'ai abordées ici. Et ceci, c'est un grand merci. Je voulais donc vous montrer beaucoup d'exemples aujourd'hui pour que vous ayez en tête ce que vous pouvez faire en tant que développeur sans nécessairement d'expertise. Même si vous êtes un expert, vous pouvez gagner énormément de temps. Vous retrouverez dans ce lien-là la présentation et tous les petits pointeurs que j'ai pu utiliser, des démos en ligne, des codes labs, des tutos, du code source sur GitHub, etc. etc. J'espère que vous avez appris des choses. Et puis mon Graal, c'est j'espère vous avoir donné des idées. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, en tout cas, je reste dans le coin. Je ne sais pas si on a le temps pour une ou 2 questions. On n'a pas le temps. Mais je suis là pour répondre à vos questions. OK ?